c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, nous recevons Pauline Motteron, plus connue sous le nom de Bête de Marketing. En 2010, Pauline monte sa première boîte et s'ensuit 10 ans de freelancing en tant que consultante en stratégie digitale et community manager, un side business en décoration d'intérieur et une communauté e-sport féminine. Pauline, c'est 15 ans d'expérience, de tests, d'échecs et de recommencement. Aujourd'hui, elle accompagne les entrepreneurs ultra doués pour leur permettre d'avoir un bête de marketing grâce à une approche globale de leur business. Bonjour Pauline, comment vas-tu ? Salut les filles, ça va bien, je suis contente d'être là, je suis contente de papoter avec vous. Et vous, ça va ? Nickel. Ça va, au top. Et justement, pour que tu sois tout aussi contente, si tu as déjà écouté nos épisodes, tu sais qu'on a un petit jeu pour lancer l'épisode. Donc là, ça va être un ni oui ni non. Donc très simple, je pose des questions et tu réponds partout, sauf oui et non. Il n'y a pas de problème. Parfait. J'adore quand les invités commencent dès le début. Ouais. Alors, c'est parti. Est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Plein de fois. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions sur Insta et eu 0 réponse ? Je poste pas quand je sais que j'aurai pas de réponse. Oh, très bien. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post ? Je suis connue pour mes multiples fautes d'orthographe pour lesquelles j'en ai strictement rien à foutre. Au moins, c'est clair. Voilà. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé, voire détesté une personne qui réussissait quand toi, tu galérais ? Plein de fois, même si ça m'énerve beaucoup. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Pas tant que ça. Ok. Est-ce que tu as déjà pleuré par rapport à ton business ? Très souvent. Je suis une pleureuse. Faut que ça sorte. Faut que ça sorte, c'est comme ça, tu vois. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Une fois par an, ça m'arrive. Je regarde des offres d'emploi et je me dis non, finalement, je suis bien là. On le fait toutes. Oui, c'est ça. Ça fait partie du quotidien. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Tous les matins. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement ? Jamais de la vie. Ok. Et dernière question, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Ah, lol, non. Pardon, merde, non. Putain, c'était si beau, c'était si fluide, il n'y avait pas de doute, pas d'absence et tout, et là, Eh ben non, patatras. Désolée. L'excès de confiance justement sur la fin. Bah ça ira, ça va. On pardonne, c'était tellement beau, toutes les autres questions que ça on pardonne. Fallait que ça sorte. C'est ça, ça venait du cœur. Oui. Bon, on va reprendre le cours normal de cette interview, tu as le droit de dire oui et non cette fois-ci. Et comme... On peut essayer de faire sans dire oui ou non pendant, je sais pas, 1 heure et demie. Eh bien écoute, bon courage, parce que c'est toi qui vas le plus parler, mais si t'as envie de te challenger, je t'en prie. Génial, j'adore. Alors, du coup, on l'a dit en intro, t'as pas mal d'années d'expérience dans l'entrepreneuriat et aussi, du coup, pas mal d'échecs à ton compteur à nous partager. Entre la crise du Covid, un rebranding, des procédures par rapport au nom de ta boîte, etc. On va y revenir. Et du coup, on aimerait bien que tu nous partages un petit peu ces grandes looses qui ont marqué un petit peu toutes tes années d'expérience. Donc, je t'en prie, commence par celle qui te fait le plus plaisir. C'est chaud de choisir parce que, comme je disais à Clémentine, la off, avant de commencer à enregistrer, moi, ça fait 15 ans que je suis à mon compte. C'est-à-dire que moi, j'ai connu que le monde de l'entrepreneuriat, en fait, quasiment. J'ai été diplômée en 2009, j'ai fait 2 CDD, j'ai vite pigé que c'était pas pour moi. Je viens d'une famille d'entrepreneurs aussi, quand même, donc ça aide forcément. Donc moi, ça fait 15 ans, tu l'as dit en intro, que je fais des trucs, que j'entreprends. Là, j'en suis à ma 4e boîte. Donc forcément, en 15 ans, de la même manière que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il m'est arrivé des trucs très très cool et plein de looses. Et donc c'est un petit peu dur de choisir. Je te propose de le faire peut-être par ordre un peu chronologique, parce qu'au final, quand je prends, si tu veux, le tableau global des looses, tout est un enchaînement, en fait. Et aussi bien sur les aspects rebranding, INPI, machin, que en mer d'URSSAF, etc. Tout découle, nous sommes en mars 2020,
Ouais, 2020. La France et le monde apprend la meilleure nouvelle de la Terre. Et donc, à cette époque-là, il faut savoir ce que tu disais. Moi, ça fait 10 ans que je suis freelance en marketing, communication, stratégie digitale. J'ai dans mes clients beaucoup de retail, c'est-à-dire que je gère la com de centres commerciaux. Donc, c'est moi qui pilote, c'est moi qui poste sur les réseaux, qui gère le site, les newsletters. Je m'occupe de la même chose pour des centres de formation et aussi pour des restaurateurs, commerçants, etc., etc. Vous voyez le truc Tout ce venir. qui est non essentiel. Ça pue là, Voilà. du coup. Hein. Voilà. Et en fait, c'est une activité que j'adorais, en fait. Et surtout à l'époque, donc on est début 2020, je suis passée en société depuis 2 ans. J'ai un prévisionnel de chiffre d'affaires en 2020 de plus de 100 000 euros. J'ai embauché ma première alternante l'année de septembre 2019 et je veux embaucher Camille, du coup, l'année d'après. Donc, tous les voyants sont au vert, les piou-piou gazouilles, etc. Tout est super. Et nous voilà confinés. Voilà, hein, je vais pas refaire le... On sait. Et ce qui se passe, c'est que en l'espace d'une semaine, j'ai des mails qui tombent, j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent « Bon, Popo, t'as compris, on met tout en pause, on arrête tout, on fait un message de sortie en mode voilà, comme vous le savez, etc. » Et on se dit peut-être dans 15 jours, parce qu'à l'époque, on ne sait pas. Hein. À l'époque, on dit c'est 15 jours, un mois, voilà. Donc moi, au début, je m'inquiète pas. Je me dis, bon, ok, communication de gestion de crise, on met en place des choses. Sauf qu'en fait, ça dure. Et du coup, dans ces moments-là, les contrats légaux, les CGV, en fait, les causes exceptionnelles, en fait, ça rentre pas dans ce cadre-là, en fait. C'est comme les catastrophes naturelles. Donc, en fait, je suis à poil. Et j'ai rien pour me protéger et c'est la merde. Donc ça fait qu'en l'espace d'une semaine, en fait, je perds 90-95% de mes clients, de ma visibilité, de ma future trésorerie et ça pue en fait. Enfin voilà, c'est un truc, c'est juste la merde et je ne peux rien faire. Donc tout commence à ce moment-là. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu réalises l'ampleur de la chose ou t'es encore en mood c'est que pour 15 jours, dans 15 jours ça ira mieux quoi? Ah mais je crois qu'en fait c'est comme tout le monde en fait, il y avait tellement de sidération si tu veux que ma vie pro à ce moment-là, elle passe un peu au second plan. Tu vois, je me dis c'est la merde, mais bon, ça fait 10 ans du coup que tu vis de ton activité, tu vas réussir à rebondir et puis surtout, c'est que à ce moment-là, j'ai 2 boîtes. J'ai ma boîte marketing communication, mais ça fait 2 ans, je crois, un truc comme ça, que j'ai lancé un side business dans la décoration d'intérieur avec une amie. Pour la petite histoire, moi, je crée du contenu pour le taf et à titre perso depuis très, très, très longtemps, quoi. Moi, j'en suis venue au marketing, à la com, en étant modératrice sur des forums à l'époque. Ça date, d'accord ? Et une de mes passions à titre perso, c'est la décoration d'intérieur et l'architecture. Donc, en fait, en 2020, en plus de ma boîte, j'ai un compte Instagram, je suis suivie par 10 000 personnes, j'ai un blog qui a pareil 5 000 visiteurs uniques par mois. Et en fait, je me suis fait un petit nom en tant qu'influenceuse déco. Et à cette époque-là, du coup, j'avais créé une boîte avec une voisine qui était tapissière et peintre d'intérieur. Et vu que j'avais une audience, vu que j'avais la communauté, en fait, on venait nous chercher, et on faisait des rénovations, on bossait pour mettre en meubles et en déco des maisons témoins pour des promoteurs IMO. Donc, en fait, j'avais plein de trucs. Donc, je me suis dit, c'est bon, t'as 2 boîtes, c'est cool. Là, c'est une période un peu bizarre, mais jusqu'à maintenant, t'as toujours réussi à rebondir. Et en fait, c'est plus le temps passait, ou plus je me disais, putain, ça va peut-être être compliqué. Et en plus, à titre perso, parce que moi, je ne fais jamais les choses à moitié. Attention, petite surprise. Je crois que le confinement commence le 14 mars ou le 17 mars 2020. Le 20 mars, donc moi, il faut savoir qu'à l'époque, je suis en couple, mariée, un enfant de 5 ans. Le 20 mars, je dis à mon mari qu'en fait, je veux divorcer. Voilà. Donc, du coup, je me retrouve aussi en mode confinement, plus de taf, une gamine de 5 ans à gérer et mon futur ex-mari qui, comme vous pouvez vous le douter, fait une gueule de 3 pieds de long. Et en fait, on passe un confinement chacun d'un côté de la maison. Donc, en fait, c'est une période avec le recul qui est totalement folle et déconnectée de la vie. Et du coup, je réalise pas, en fait. Moi, je me laisse vivre, je suis contente, je peux glander, je fais du sport, je m'inscris sur Tinder, enfin, je passe le temps, quoi, comme tout le monde, tu vois. Et c'est qu'après, en fait, c'est quand on en sort que je commence à réaliser, quoi. Ok, donc quand on en sort, c'est-à-dire genre 2021,
Enfin, soit mai-juin 2020 ou tu plus Ouais, pour moi, c'est 2021. après l'été, quoi, septembre, Ouais, tu vois. ouais, c'est ça, ok. Septembre, ce qui se passe, c'est que mes clients, certains reprennent. Donc, je sais que le chiffre d'affaires, il va pas être dingue, mais on est dans ce truc de reprise. Et surtout, moi, le confinement, la séparation, parce que pareil, on est déconfiné, une semaine après, je déménage, tu vois. Donc, moi, je suis quelqu'un, vous allez voir, je suis très dans l'action, hein, je fais les choses très vite, il faut que ça avance, quoi. Et du coup, je me rends compte aussi, quand je commence à reprendre le taf avec mes clients, certains arrêtent tout parce qu'en fait, ils ont mis la clé sous la porte, ils peuvent plus, ou alors ils regèrent en interne. Certains continuent, mais on baisse la voilure sur les forfaits mensuels. Et je me rends compte, c'est pas tant, je me rends compte, c'est la merde, donc il faut que j'agisse. C'est en fait, ces mois-là, m'ont permis un peu de faire un espèce de gros reset, aussi bien sur ma vie perso du coup que ma vie pro. Et je me dis, mais en fait, de quoi t'as envie? Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Parce qu'au même moment, s'enchaîne, plus ou moins un peu dans cet intervalle-là, hein, s'enchaîne l'autre loose, qui est que un beau matin, du coup c'était avant le Covid en fait, juste avant. Désolée, c'est décousu, mais c'était il y a 5 ans quand même. Juste avant le Covid, donc pour ma seconde boîte, mon side business, un beau matin, je suis sur un chantier. C'est-à-dire que littéralement, je suis en tenue de chantier, j'ai un rouleau à la main, je viens filer un coup de main donc à ma collègue qui est peintre, parce qu'on a une réno à finir, elle s'en sort pas, donc forcément j'ai appris à peindre, voilà, popo peinture. Et donc on est sur un chantier, elle et moi, on est en train de peindre, machin, on se fait une pause, j'attrape mon téléphone, et là j'ouvre Instagram, mon compte avec 10 000 personnes, que j'ai depuis Watt 1000 ans, et là je vois compte supprimé. Je me dis, oh, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc là tu sais, instantanément, la montée de stress, d'angoisse, parce que qu'est-ce qui se passe, quoi? Sauf qu'en fait, je peux rien faire. Je suis sur un chantier, j'ai pas mon ordi, j'ai pas mes mots de passe, j'ai rien, je suis à poil. Donc je passe la journée un peu en mode pressée de rentrer chez moi le soir. Et là, je rentre chez moi le soir, et en fait, en effet, mon compte, il est supprimé. Il était relié à mon compte Instagram, enfin, Instagram était relié à un compte Facebook, d'accord? Puisque forcément, j'avais une activité professionnelle sur ce compte Facebook, j'avais plein de comptes, etc. Heureusement, ça n'a touché que mon perso et pas les comptes de mes clients, parce que j'aurais quand même bien eu l'air con. Mais c'est un autre sujet. Et en fait, je me rends compte que mon compte a été suspendu pour violation des règles de la communauté. Voilà. Donc s'ensuit toute une galère, vous vous en doutez, parce qu'à l'époque, il n'y a pas le petit badge qu'on peut payer là pour avoir accès à un SAV. Donc je remue la terre entière pendant une semaine. Et à la fin, j'ai le fin mot de l'histoire. Mon compte Facebook perso a été piraté. À la place de ma photo de profil, on a mis une photo de Daesh. On a posté des trucs pas très sympathiques. Et du coup, tout a été cuté par Meta sans du tout de possibilité de revenir en arrière. Donc je perds mon compte Facebook perso que j'avais depuis 2008, avec à l'époque une utilisation de Facebook qui était très carnet intime, journal de bord, quoi. Donc la vidéo des premiers pas de ma fille, etc., etc. Donc pas cool. Et surtout, je perds l'accès à ce compte Instagram sur lequel repose littéralement tout mon side business. Parce que c'est ma communauté qui me permet d'avoir de la visibilité, qui me permet d'avoir des contacts. Et en fait, même si j'ai mon blog, c'est une époque quand même où les réseaux sociaux commencent quand même pas mal à prendre le pas sur le référencement naturel, sur les usages. Et là, en fait, je me rends compte que c'est la merde. J'ai plus mon compte Insta, j'ai plus ma vitrine, c'est le Covid, donc de toute façon les chantiers c'est mort, on peut plus y aller. Donc en fait, tu vois, tout cet enchaînement de trucs fait que quand on sort vraiment du premier confinement là, qu'on laisse passer l'été, où je pense qu'on a tous vécu une vie en mode mon Dieu, ça y est, on est de nouveau des êtres humains, on peut sortir de chez nous, la folie. Et revient le mois de septembre, revient le besoin de se remettre au boulot. Et là je me dis, waouh, je fais quoi de moi en fait? Tu vois, je suis dans une période où la vie m'a mis des tartes dans la tronche, et là, je suis obligée de me remettre en question, quoi. Et j'en profite oui. Juste pour te poser une question, justement, quand tu es dans cette période où tu fais le point, est-ce qu'à un moment donné, tu as l'idée de te dire, en vrai, j'arrête tout? Et soit je pars dans du salariat, soit je recommence à zéro quelque chose d'autre, etc. Ou tu avais quand même cette volonté de maintenir ce que tu avais déjà mis en place? Pas du tout. Tu vois, j'ai pas dit non. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, à ce moment-là, ça fait quand même 10 ans que je suis à mon compte.
Et malgré parfois les moments de ras-le-bol, de doute, je pense que ça fait intrinsèquement partie de ma personnalité d'être indépendante. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de mal avec l'autorité, j'ai beaucoup de mal à suivre des règles que je trouve débiles. Je suis quelqu'un qui a besoin de... Voilà, j'ai besoin de vivre selon mes propres règles, pro, perso, tout ce que tu veux. Et je sais que le monde de l'entreprise, à moins de trouver une boîte parfaite qui me laisse carte blanche, avec aucun rapport de hiérarchie, c'est mort. Donc en fait, à aucun moment, je me dis... vas-y Popo, c'est pas grave, tu vas chercher un boulot, quoi. Ça fait même pas partie à ce moment-là de mon champ de réflexion, en fait. Donc je me dis, il faut que je continue. Donc forcément, j'embauche pas mon alternante. Et je me dis, ok, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je me dis, la déco, c'était une chouette partie de ma vie, mais là, en fait, t'as déménagé dans un appart pourri de 50 mètres carrés en location. Tu peux pas continuer cette activité-là sur les réseaux. Puis de toute façon, ce serait recommencer de zéro, flemme, honnêtement. Qu'est-ce que tu sais faire? En fait, t'es quand même pas trop mauvaise en marketing, en communication. T'as quand même 10 ans d'entrepreneuriat derrière toi. T'as des trucs à partager. Vas-y, go. T'ouvres un compte Insta à ton nom. En mode, c'est la première fois que tu vas créer du contenu pour toi, pour ta com à toi, parce que le truc des cordonniers, il est plus mal chaussé. Enfin, voilà, moi, j'ai quand même été... consultante en marketing et community manager pendant 10 ans sans avoir de compte Insta ou Facebook ou LinkedIn. C'est-à-dire que moi, les gens, encore aujourd'hui, parce que c'est une activité historique que j'ai conservée à moindre niveau, en fait, les gens me trouvent sur Google. Parce que j'ai un très bon site internet, très bien référencé depuis 15 ans. Tu tapes Community Manager Toulouse, tu tombes sur moi. Donc, j'ai jamais eu à faire de créa de contenu pour moi-même, pour mon taf. Donc, je me suis dit, on va commencer par là. Et c'est aussi l'époque où a commencé à émerger... toute cette vague, pendant le Covid, de tout le monde pendant le Covid s'est dit « ma vie c'est de la merde, mon boulot je peux plus, je vais devenir X, Y, Z ». Et du coup, c'est aussi la période où y en a plein qui sont devenus X, Y, Z parce qu'ils avaient vraiment des compétences, une formation, un métier, et ils ont décidé de faire ça sur Internet, de lâcher leur entreprise. Et ça a aussi été la vague de je me réveille un matin, je suis coach business, je suis coach Instagram, je suis coach de coach, et on va faire plein d'argent sur Internet. D'un point de vue social, ça a été quand même un point de bascule pour beaucoup de choses, le Covid. Et l'explosion du business en ligne, c'est 2020. C'est Covid. Et du coup, moi, forcément, je vois ça arriver et je vois des trucs, mais ça me hérisse le poil, en fait. Moi, ça me fait bondir. Les gens qui autoproclamaient qui deviennent coach business juste parce que ils ont réussi, ils ont essayé de lancer une activité de freelance et qu'ils n'ont pas réussi et ils se sont immatriculés à l'URSSAF. Bref. Et donc, en fait, je lance ce compte. On va pas en parler, c'est un autre sujet dont je parle très souvent. Je lance ce compte un peu en mode... voilà, allons-y. Il s'appelle Pauline.Motteron à l'époque, mon prénom, mon nom. Il n'y a pas de réflexion de branding, il n'y a pas de réflexion stratégique, il n'y a pas de réflexion de à qui je m'adresse, la cible, le positionnement, non. Rien du tout, c'était vraiment... j'ai envie de communiquer, j'ai envie de parler, de partager. Et puis vienne qui pourra, quoi. Et je crée ce compte-là, je commence à poster des stories où je partage ce que je pense, ce que je ressens, ce que je sais faire. Je suis suivie par quelques potes. Parmi elles, il y a quelques potes entrepreneurs. Et en fait, très vite vient le truc de appelez Pauline si aujourd'hui vous avez besoin de mieux communiquer, que votre marketing est tout pourri. Et en fait, ça commence comme ça. L'activité principale bête de marketing que j'ai aujourd'hui naît dans cette espèce d'époque post-Covid où j'ai perdu mon compte Insta, je suis en plein divorce et où j'en ai un peu marre de faire le même métier depuis 10 ans, en fait. Ok, ouais, donc il y a quand même beaucoup de changements, beaucoup de choses qui se passent en quelques mois finalement, Oui. quand même, parce que c'est allé très très vite. Enfin, il a fallu rebondir, tu nous disais, t'es dans l'action et tout. Il a fallu rebondir quand même très très vite pour remettre le pied à l'étrier, parce que j'imagine que du coup ça t'a fait perdre quand même pas mal de chiffre d'affaires. Ah oui, là où le prévis était à plus de 100 000 balles, je termine l'année 2019 en bénéfice de 9 000 euros. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez sympa, faut pas le dire. Enfin, maintenant, je suis moins sympa. Mais à l'époque, je suis quand même plutôt chill avec mes clients. Donc, s'ils peuvent pas me payer ou ils me payent à 30, 60 jours fin de mois. Donc, en fait, quand ça arrive en mars, j'ai encaissé un peu en janvier, février, mars. J'ai un peu d'attente. J'ai clairement de la trésor d'attente en impayé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ces clients, ils payent pas, ils peuvent pas.
Donc en fait, la thune qui est rentrée en début d'année, sur janvier-février, bah, c'est tout ce qui reste en fait en fin d'année, quoi. Donc voilà, donc le chiffre d'affaires, il est pas bon, quoi, clairement, objectivement. 9000 balles, voilà. Heureusement, moi, à l'époque, j'arrive à vivre parce que j'ai de la thune de côté, parce que comme tout le monde, je bénéficie des aides, etc., quoi. Je fais un PGE aussi. Je fais un prêt garanti par l'État. Donc je sais plus comment c'était le dispositif. Je crois que tu pouvais emprunter jusqu'à un quart de ton chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc j'emprunte 25 000 euros. Et je vis avec ça, en fait, pour... Après, c'est aussi pour ça que j'étais assez zen sur la fin d'année. C'est que j'avais mon PGE, 25 000 balles, ça me laissait le temps de voir venir, en fait. Donc, voilà, donc je sais que bon, bah, j'ai mon PGE, ma trésor perso, et advienne que pourra, roule Pedro, quoi. Et est-ce que du coup, il y a eu d'autres répercussions d'un point de vue financier ou vis-à-vis de ta boîte, justement, par rapport à cette perte de chiffre d'affaires conséquente? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que, toujours pareil, moi, je suis quelqu'un qui est très... Enfin, voilà, je peux ne pas aller bien, la boîte peut ne pas aller bien, je vais pleurer un bon coup, je vais être au fond du seau pendant 2-3 jours, mais après, je fais des trucs pour, bon, du moins pour essayer de m'en sortir, tu vois. Et du coup, très vite, je vois en fin d'année, avec ma comptable, là, octobre-novembre, tu sais, quand on prépare le pré-bilan, mon cabinet comptable, on dit, bon, bah, en gros, l'année prochaine, on sait que ça va être très compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, bah, je prends la décision de leur dire, en fait, c'est simple. Là, en fin d'année, 31, année fiscale du 1er au 31 décembre, on clôture l'option fiscale société et on repart sur une option fiscale de micro-entreprise. On change le régime fiscal parce que je suis toujours restée en société individuelle, pas en SARL, pas en SAS, entreprise individuelle au réel, donc en mode société, quoi. Donc je fais un petit courrier, enfin mon comptable fait un petit courrier aux impôts, de sorte à ce que au 1er janvier 2021, je sois de nouveau assujettie, enfin au régime micro, donc 25% d'URSSAF, le prélèvement libératoire sur l'impôt sur le revenu, et c'est clairement ce qui me sauve les miches, parce que si j'avais continué en société, avec les charges d'une société, j'avais de la TVA, etc., c'était pas gérable. Donc il y a eu aussi de la fiscalité derrière et de l'optimisation, quoi. Et ça m'a permis de reprendre 2021 en étant moins prise à la gorge d'un point de vue financier, parce que moi j'ai une boîte, je bosse solo la plupart du temps, j'ai pas des charges de 6 000 balles par mois, quoi, à l'époque. Et justement, tu dis que c'est toi qui as pris la décision, mais est-ce que t'as été conseillée ou est-ce que t'étais consciente du move qu'il fallait faire pour justement sauver un maximum de thunes? J'étais très consciente parce que toujours pareil, quand ça fait 10 ans, t'as ce truc de... t'as ta boîte, t'as ton métier, ce que tu fais, mais t'as le pilotage financier, t'as le pilotage administratif. T'es entrepreneur, quoi. Même si derrière, je vais faire d'autres conneries après, on va en reparler. Mais voilà, j'ai toujours eu cette truc. Et puis voilà, moi, j'ai une famille, comme je vous disais, où c'était des entrepreneurs. Bon, pas du tout dans ce domaine-là. Moi, mes grands-parents avaient un bar, café, tabac. Mes parents avaient un camping. Donc, rien à voir avec ce que je fais. Mais bon, famille quand même d'entrepreneurs. Et du coup, bah, mes grands-parents ont eu un contrôle fiscal. Mon papa a très mal géré sa trésor parce que voilà, il est à l'ouest. Et du coup, quand il a revendu son affaire, il s'est retrouvé à poil parce que voilà, il a très mal géré aussi la sortie. Donc en fait, j'ai toujours été une entrepreneur très flippée, de la thune, de l'administratif, de l'URSSAF. Voilà, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Cash Marketing Instant Promo où je parle un peu de tout ça. Donc, mais ouais, c'est vraiment ce truc. Voilà, moi j'ai toujours entrepris parce que je voyais pas comment faire autrement. Mais avec ce truc de je referai pas les erreurs familiales, quoi. Donc il y a toujours eu une grosse conscience et un gros point d'accroche mis sur ces aspects-là. Même si en fait à vouloir tout contrôler, en fait voilà. La vie te montre aussi que en fait au jeu de l'URSSAF, des impôts et de la TVA, c'est pas toi qui a les cartes en main. On va dire ça comme ça. Et justement, le fait de passer de société de repasser de société à micro-entreprise, bon, j'ai l'impression que non, mais est-ce que tu l'as vécu quand même comme un échec un peu, genre, Rien à ou au foutre. contraire, c'était, voilà, soulagement Rien à foutre, parce qu'en fait, pour moi, si tu veux, le statut d'entreprise, c'est qu'un putain de statut, en fait. C'est pas parce que t'es en micro que ta boîte est moins chouette, moins importante, moins épanouissante que si t'es en SAS. Tu vois, enfin, ça reste juste pour moi un putain de papier qui te dit que les règles du jeu fiscal. Voilà, pour moi, il n'y a pas de c'est moins bien, je perds en posture.
Enfin, voilà, rappelons que la micro, en prestat de service, tu peux faire, désolé, j'ai plus les bons chiffres, 70 000 € l'année. 70 000 € l'année, t'enlèves les 25% de charges, ça te fait quand même un putain de bon salaire. Enfin voilà, à un moment donné, quand t'es entrepreneur, enfin, je sais pas, moi c'est mon cas et c'est le cas aussi des femmes que j'accompagne, mon but, moi, c'est pas d'ouvrir une agence, c'est pas d'avoir 5 employés et des locaux à 3 000 € de loyer par mois. Mon but, moi, c'est de rester solo avec une petite équipe freelance réduite, vraiment au strict minimum. J'ai pas envie de gérer d'humain, en fait, moi, c'est pas mon truc. Et du coup, à partir de là, moi là, si aujourd'hui je suis de repasser en société quand même depuis, voilà, j'ai réussi à remonter la pentounette. Mais en vrai, si j'avais pu rester en micro, je serais restée en micro, mais avec grand plaisir en fait. C'est-à-dire que quand tu dépasses le plafond, ça faut en parler aussi. Désolée, je digresse, mais c'est un truc qui me rend ouf. C'est qu'il y a une espèce de cul entre deux chaises en France dans l'entrepreneuriat. C'est que tu dépasses 70 000, 12 000, je sais plus quoi, tu peux plus bénéficier de ce régime-là. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu passes d'un truc où tu payais, je mets la TVA de côté parce que tu fais la banque, quoi. Tu passes d'un truc où tu payes 25% de charges, grand max, à un truc où t'arrives à, entre l'URSSAF, la cotisation pro, le machin, mes couilles, 50%, quoi. Et après, il te reste les impôts, tu vois. Voilà. Moi, dans les 25%, j'ai inclus le prélèvement, l'impôt libératoire. Voilà. Donc, ce qui fait que tu passes d'un truc où aujourd'hui, moi, le calcul est simple. Quand j'encaisse 100 €, alors, les chiffres seront pas exacts parce qu'il faut savoir que moi, je suis une nulle à chier en maths. C'est vraiment pas mon truc. Donc, à la grosse louche, j'encaisse 100 balles. J'explique ça à ma fille régulièrement. Elle me dit, tu travailles beaucoup, pourquoi on n'a pas plus d'argent, maman? Bah, attends, ma chérie, je vais t'expliquer la vie. T'encaisses 100 balles, t'en redonnes 20 pour la TVA. Sur les 80, il t'en reste 40. Une fois que t'as enlevé tes charges URSSAF, machin. Il faut quand même faire tourner ta boîte. Alors même si tu peux enlever de ta trésor les frais de fonctionnement, bah, reste quand même que sur ces 40-là, il te reste 30 balles. Éventuellement, t'en gardes la moitié, voilà, il te reste 15 balles que tu prends pour toi. Et sur ces 15 balles-là, l'État va encore te prendre les impôts sur le revenu. Donc, il va te rester 7 €. Voilà. Et du coup, quand tu sors de la micro et que tu passes en société, au réel, etc., ce qui se passe, c'est que entre le moment où tu gagnes entre 72 000 €, enfin que tu gagnes, que ta boîte génère encaissé 72 000 €, jusqu'à à peu près 120 130 000 €, ben en fait, tu te retrouves à, au final, encaisser plus de thunes pour te payer moins. Parce que c'est une réalité avec la France. C'est-à-dire que là où avant, quand j'avais 72 000 machin, je pouvais sans souci me verser mes 3 500, 4 000 balles, ben aujourd'hui, pour pouvoir continuer à me verser ces 3 500, 4 000 € de salaire, il faut que je fasse 130 000 € à l'année. Hors taxe. Ouais, donc c'est le double en fait que tu dois Ah oui. gagner, voire plus pour. Donc pression, donc machin, donc ceci, donc cela. Enfin, ça, c'est une réalité. Désolée, on a digressé, mais on n'en parle pas assez, en fait, de ça. Donc oui, il faut que tu gagnes le double, enfin, en société, etc. Donc toi, tu repasses en micro avant tout ça. Tu Ouais. repasses en micro. Et c'est quoi le plan derrière? Parce que Il n'y a pas de plan, en fait, hein, ma bonne dame. C'est-à-dire que, en fait, je me retrouve dans une situation où, pour la première fois de ma vie, je vais vraiment devoir me sortir les doigts du cul. C'est-à-dire que moi, jusqu'à maintenant, j'ai eu 3 boîtes avant, 3 activités qui ont toutes généré du revenu très très vite, mais le contexte n'était pas du tout le même. Donc en fait, j'ai toujours réussi à m'auto-stratégiser, m'auto-marketer, etc. Mais là, pour la première fois, j'ai envie de faire quelque chose de différent. J'ai plus envie de bosser sur devis, j'ai plus envie de bosser forcément en récurrence sur du mensuel. Voilà, donc il y a cette espèce de truc où, en fait, là, je rentre dans un truc qui est quand même un peu nouveau. J'ai plus envie d'accompagner des centres commerciaux, j'ai plus envie d'accompagner des centres de formation, j'ai plus envie d'accompagner Gérard, restaurateur très doué, mais qui, quand moi je lui parle de plan de com, me regarde avec des yeux comme ça. J'ai plus envie de ça. Et donc, en fait, le plan, c'est, avant même de comment je vais gagner de l'argent, et Popo, qu'est-ce que tu veux faire tous les matins quand tu te lèves? Et du coup, il y a ce truc où je vois Jean-Michel, coach autoproclamé, business, Instagram, communication, tunnel de vente, mes couilles sur la table. Et je me dis, mais en fait, ces gens-là, moi, je peux pas, en fait. À un moment donné, il faut dire aux gens la vérité. Tu crées pas une boîte en 2 jours, tu vas pas gagner 5 000 balles en 3 semaines, et surtout pas en bossant 2 heures par jour. Ça n'existe pas, en fait. C'est un mensonge. Voilà. Et donc, du coup, en fait, à la base, le plan, c'est pas comment je gagne de l'argent, c'est comment je fais pour aider
les meufs, parce que forcément, je sors d'un divorce. Enfin, je suis en plein divorce. Et en fait, si en début mars, début confinement, je dis à mon mari, c'est fini, c'est parce qu'à la base, j'ai une boîte qui tourne, qui me permet d'être autonome financièrement. Rappelons-le, tu vois. Enfin, je pense que, tu vois, d'un point de vue timing, voilà, je pense que ça serait arrivé, voilà, mon ras-le-bol serait arrivé fin Covid. Ben, en fait, je serais peut-être malheureusement, c'est horrible à dire, mais je serais peut-être restée parce que précarité financière, en fait. Et en gros, il y a ce truc aussi qui sort des tripes, où ça fait 10 ans que je bosse pour des gens qui, même s'ils sont très sympas, c'est pas des gens avec qui j'ai envie de passer beaucoup de temps, ou j'aimerais rencontrer plus que ça dans la vraie vie. Je me dis, en fait, moi, je crois que j'ai envie d'aimer. C'est un joli lapsus, ça. Oh là là. C'est beau. Je crois que j'ai envie d'aider les gonzesses, en fait, qui veulent créer leur boîte sur ce que je sais faire, le marketing. Moi, je suis pas Dieu, hein, je ne peux pas tout faire, je peux pas gérer la fiscalité, etc., tout ce que tu veux. Je crois que j'ai envie d'aider ces femmes-là qui ont cette espèce d'élan de j'en ai marre d'être salariée, ou je veux créer ma boîte, ou je veux être plus indépendante financièrement. Je veux créer un truc à moi. Pas forcément un truc de ouf, mais juste un truc à moi qui me fasse kiffer, qui me fasse vivre. Je suis bonne dans ce que je fais. Moi, j'essaye. Mais par contre, je suis nulle à chier pour le montrer. Et en fait, c'est comme ça que ça se lance. Mais ça, les phrases que je viens de vous dire là, qui sont aujourd'hui la base de mon positionnement, la base de mon marketing, je les ai pas encore. C'est juste quelque chose qui est très instinctif, qui est, en fait, j'ai envie d'aider les meufs qui veulent lancer une boîte. Et j'ai envie qu'elles puissent le faire sans se faire trop arnaquer et en ayant des résultats quand même assez vite. Et donc, du coup, le plan, c'est, ok, qu'est-ce que je sais faire ? Ok, je sais faire, je sais super bien rédiger, je sais super bien créer du contenu, je sais super bien penser un plan de com, je sais super bien penser un plan marketing. En fait, je fais ce qu'on appelle une MVP en marketing. Donc, offre minimum viable, minimum valuable product. Et en gros, je me dis, voilà, je vais bidouiller vite fait un site internet, je vais avoir un compte Insta, et je vais me vendre, entre guillemets, en mode, voilà, je suis assistante marketing. T'as une boîte, tu bosses en ligne, en présentiel, et tu t'en sors pas avec ton marketing. Tu me payes, je suis à 100 balles de l'heure, hors taxe. Et en fait, je mets mes compétences à ta dispo sur un plateau. Rien de compliqué, stratégiquement parlant, c'est je suis Pauline, je fais ça, je suis compétente en ça, tu veux qu'on bosse ensemble, c'est autant de l'heure, et c'était cher, clairement, pour l'époque, tu vois. Mais bon, il y a 10 ans d'expérience. Et en fait, ça se fait comme ça. Donc je lance le compte Insta, les copines me suivent, me repartagent, la copine numéro 1 me dit mais en fait tu pourrais trop m'aider dans ma boîte à faire ça, ça, ça et ça. Je fais, je partage, je prends du monde avec le contenu. Et en fait, très vite, il se passe que l'activité historique sur fin 2022 du coup, donc 2021 pardon, 2020 Covid, machin, 2021 je lance ce truc là, bête de marketing. Fin 2021, ce qui se passe, c'est que quand je prends mes comptes en fin d'année, les deux activités, du coup, en fait, c'est 50-50 en termes de revenus. Et là, je me dis, ok, en 1 an, tu tiens un truc là, en fait. Et surtout, la part plaisir, elle était dingue. Je faisais quelque chose de nouveau, je faisais quelque chose de différent. J'ai des nanas qui pourraient, franchement, toutes. Là, j'ai rencontré ces 5 dernières années des centaines d'entrepreneurs. En indiv, il faut que je fasse mes comptes en fait, mais ça c'est voilà, les chiffres et moi ça fait 2. Donc sur certains trucs, j'ai accompagné plus de 100 entrepreneurs en indiv et d'autres 130, mais il faut que je compte en fait. Mais entre mes offres indiv, mes offres en groupe, etc., je compte pas mes produits autonomes parce que je pars du principe que t'accompagnes pas quelqu'un quand quelqu'un achète une mini formation. Voilà. Mais concrètement, j'ai accompagné des centaines de nanas et quasiment toutes. Je me dis, mais ces nanas-là, en fait, j'adorerais aller boire un café avec elles. Pas forcément en faire des potes de ma life, tu vois. Mais il y a une espèce de niveau de kiff, en fait, à accompagner des nanas avec qui tu rigoles. Et puis moi, je viens d'un monde où c'était très, très corporate. Fallait pas dire un mot de travers. Moi, j'ai beaucoup de mal à vouvoyer les gens. Je me rappelle jamais des prénoms. Quand il y a un truc qui me gonfle, je sais ça. Même si j'arrive à ne pas le dire, ça se voit sur ma tronche. Donc, pendant 10 ans, ça a été très, très dur pour moi de chaque matin chausser des baskets dans lesquelles je me sentais grave à l'étroit, tu vois. Et du coup, il y a ce truc où en 1 an, il y a un 50-50 qui se fait. D'un côté, la balance plaisir, elle est là.
On va mettre la vidéo. Là, elle est là, et de l'autre côté, elle est là. En fait, c'est-à-dire que j'ai des clients historiques avec qui je kiffe bosser, et eux, je les garde. Mais alors, les autres qui sont partis, c'est pas grave. Et du coup, je me dis, bon, ok, go, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ok, tu mets toute ton énergie dans ce nouveau projet. Et c'est là que la communauté, même si elle n'est pas énorme, aujourd'hui, je suis suivie par quoi? 4000, je sais plus 4000 les chiffres, 4500 personnes, la meuf en a rien à branler. Et, mais voilà, je me dis, il y a un truc à faire et surtout, je m'éclate. Donc, qu'est-ce que je fais? Maintenant que tu as lancé ta MVP, et puis de suite, ça a pris, en fait. De suite, je me faisais 3000 balles par mois avec juste ça, en fait. À coût de 100 € de l'heure, ça va vite. Et je commence à créer un écosystème d'offres, je commence à retravailler mon positionnement pour moi-même me marketer, sortir de la concurrence, parce qu'on est dans une période où t'es quoi? T'es coach business, t'es assistante, t'es copywriter, parce que forcément, plus de 10 ans, en fait, je sais aussi bien copywriter une page de vente que de te faire un tunnel de vente aussi bien techniquement que, tu vois, dans la stratégie. Je sais réfléchir à quelle offre lancer. Enfin, c'est mon job, c'est le marketing, en fait. Et je me dis, go, je brande ma boîte, je pense que ce projet-là, finalement, je vais continuer dedans, c'était un peu un test. Et en fait, je me rends compte que ça fait littéralement 1 an que j'appelle mon audience Josiane. C'est très important pour la suite. C'est-à-dire que voilà, Josiane, c'est « Salut Josiane », c'est l'archétype de la meuf qui est bonne dans son job, mais qui connaît pas grand-chose en communication, tu vois, ma cible en fait. Moi, je bosse pas avec des petites nénettes de 19 ans qui sont nées avec un smartphone dans la main. La personne avec qui je bosse, généralement, c'est une nana entre 30 et même, j'ai des clientes qui ont 55 ans, quoi, et qui se lancent après 30 ans de carrière, etc. Et c'est des nanas qui sont pas forcément, qui sont pas geek, techno, machin, marketing, comme ça leur passe au-dessus. Donc je les ai appelées Josiane. Et du coup, je me suis dit, vas-y, go, je vais renommer ma boîte, ça va s'appeler Josiane Marketing. C'était cool comme nom, j'adorais. Et donc, qu'est-ce que je fais? Moi, voilà, réflexe, je regarde le nom de domaine, ok, c'est bon, je vais sur l'INPI, très important, je tape Josiane Marketing. Et là, il n'y a rien. Je me dis, c'est bon. Parce que moi, ce que je disais tout à l'heure, je suis très, très compétente en marketing, mais je suis pas très, très compétente en juridique. Chacun son job, tu vois. Voilà, moi, mon boulot, c'est pas de créer des identités de marque. D'accord? Et donc, Josiane Marketing. Je dépose pas à l'INPI parce que, voilà, grosse erreur. Voilà, on fait des erreurs, on apprend pour la suite. Et je fais ma vie, et en fait, ça décolle. C'est-à-dire que le fait de rebrander et du coup d'avoir ce positionnement très Josiane Marketing, quoi. Quand tu vois boost ton business, alors faudrait pas que je dise des noms qui existent, mais tu vois dans The Entrepreneuse, Successful Millionnaire, on est quand même sur un truc qui est très à contre-courant, quoi. Donc ça fonctionne, et puis surtout ça fonctionne parce que je suis moi et que j'ai ma personnalité, t'aimes ou t'aimes pas, mais voilà. Et donc je fais ma petite vie, ça continue, 2021, 2022, 2023, ouais, 2023. 2023, j'en suis que cette nouvelle boîte, Josiane Marketing, a fait 70% de mon chiffre d'affaires annuel. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'à la loose suivante. Jusqu'à la loose suivante. Mais avant ça, je vous propose un petit flashback. Ah, j'adore. Waouh, quel teasing. Le suspense. Mais avant, du coup, fin 2023 et cette aventure dont nous allons parler, un beau matin, je regarde mes comptes et je prends mon appli bancaire, comme tout le monde. J'ouvre mon compte perso et là, je vois URSSAF, 350 €. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? J'appelle l'URSSAF. Oui, madame, vous avez un impayé qui date de 2020, de 2021 sur l'exercice de 2020. Vous nous devez... Je sais même plus. En fait, ça m'a tellement trauma cet épisode que je l'ai enlevé de ma mémoire. Je crois que je leur devais quelque chose comme 6 ou 7 000 balles. Pas une petite somme. Et là, je demande en fait à voir un peu quelle est cette somme, quoi. Oui, vous n'avez pas donné assez sur 2020. Je fais, ok, écoutez, expliquez-moi comment vous pouvez me réclamer 7 000 € alors qu'en 2020, j'en ai gagné 9 000 à l'année. Il y a un truc qui va pas. C'est pas cohérent, Jean-Pierre. Je veux bien peu payer, mais sois cohérent. Et donc, s'ensuit en gros toute une bataille, clairement, qui aura duré 2 ans,
où j'ai fini par avoir des huissiers qui venaient à la maison pour me dire faut payer madame. Non, je paierai pas, j'attends en fait. Et le problème quand tu te lances dans un truc comme ça, c'est que l'administration française, un peu comme Meta à l'époque quand j'ai perdu mon compte Instagram, c'est un fonctionnement qui est très opaque. Et quand tu entreprends, que ce soit Meta, l'URSSAF, les impôts, l'INPI aussi, on va en parler, tu joues avec des règles du jeu qui ne sont pas dictées clairement. Déjà, t'es censé savoir qu'il y a des règles du jeu, mais c'est tellement expliqué de manière tellement chiante que t'as pas envie de les lire. Tu sais, c'est comme ce jeu de société que t'achètes, tu te dis, ah, ça va être génial, et t'ouvres la notice, t'as 37 pages comme ça, tu mets 7 heures à installer le plateau, t'as pas envie, quoi. Bah, l'URSSAF, les impôts, c'est pareil. Voilà. Et donc, en fait, s'ensuit une bataille de 2 ans, à coups de courrier, de recommandés, je prends une avocate, un comptable fiscaliste, machin, jusqu'à réussir, en fait. Donc, pendant 2 ans, ils me courent après, ils veulent me prendre de l'argent, je bloque les comptes, machin, etc. Ah non, c'était... Voilà, les huissiers qui frappent, mais vous n'êtes toujours pas payé? Ben non. Et en fait, je finis par réussir à avoir ce qu'on appelle une étude de... Putain, pas un état des comptes. En gros, un doc où ils expliquent pourquoi ils te réclament cet argent-là, tu vois. Et je finis par réussir à avoir un humain aussi. Ça c'est quand même fou. En France, tu payes... Enfin, rappelons-nous. Je vais passer pour la meuf un peu révoltée, hein. J'étais anarchiste quand j'étais au lycée. Tu donnes 45% de tout ce que tu gagnes à l'État. Ils sont même pas foutus de te trouver un putain d'humain avec qui discuter, avec qui suivre un dossier. Enfin, je trouve ça quand même plutôt fou. Et donc, en fait, je finis, voilà, au bout de 2 ans, j'ai gain de cause. Je ne leur dois en fait que 140 €. Que je paye avec plaisir. Mais en gros, ils m'ont bien fait chier pendant 2 ans. 2 ans pour 140 balles, quoi. Voilà. Et puis ce que ça m'a coûté un peu aussi puis, en énergie, en recommandé. Hein. J'ai eu un budget recommandé, les gars. Non, et puis même en charge mentale aussi, parce que j'imagine que ça doit t'impacter aussi émotionnellement, quoi. Tu dois être frustré, tu dois être énervé, et mine de rien, ça doit se répercuter aussi dans ta vie de tous les jours, dans ta vie J'étais pro, ta vie surtout perso. angoissée, en fait, parce que quand t'as des huissiers qui viennent sonner chez toi, t'as beau savoir qu'au fond, t'es pas en tort, ça reste une machine, en fait, qui te roule dessus, et moi, moi, en plus, à titre perso, moi, c'est la blessure d'injustice, tu vois, qui remonte très fortement. Et voilà, t'as beau te battre avec tes petits bras, en fait, tu te bats contre quelque chose de plus grand que toi. Mais heureusement que j'ai pas lâché, hein. Il y en a des moins, enfin, moi, je sais que quand je sais que j'ai raison, je suis une hyène, en fait. Si j'avais lâché l'affaire, je leur aurais filé 7000 balles pour rien, en fait. Enfin, à un moment donné, ça fait 15 ans, les gars, que je... Alors, oui, on paye de l'URSSAF pour les retraites, tout ça. Bon, on voit l'état de notre retraite, hein. Je pense que nous, on va pouvoir aller se faire cuire le cul. Donc, ça fait 15 ans que je vous donne de la thune. Il n'y a pas de souci. J'ai toujours payé en temps, en heure, mais je veux payer juste ce que j'ai besoin de vous payer, quoi. Mais bon. Surtout que c'est hallucinant que tu aies eu le document qui explique, genre, au bout de 2 ans, enfin, genre à la fin, alors que c'est quand même un truc, tu pourrais dire pourquoi tu me donnes pas ça dès le début, et comme ça... Parce que l'administration française, en fait. Et parce que même eux, en fait, ils étaient complets. Bah après, je blâme pas les salariés de l'URSSAF, je blâme le système, en fait. Parce que ces gens-là, pour avoir du coup discuté finalement avec quelqu'un, ils sont tout aussi au bout de leur life que nous, en fait. Hein. Ils sont livrés à eux-mêmes, on leur gueule dessus toute la journée. Enfin, c'est comme les gens qui bossent chez Pôle emploi. Enfin, franchement, les pauvres, quoi. Et voilà, non, c'est juste que c'était un truc post-Covid où l'URSSAF a gelé aussi les prélèvements. Ils ont arrosé aussi beaucoup de monde, et puis tout a été mis en pause. Et du coup, quand ils se sont retrouvés sur 2022, 2023 à rattraper les comptes, ben en fait, il y a eu en cascade une somme d'erreurs. Des gens aussi qui ont quitté l'URSSAF, qui sont revenus. Enfin, voilà, les services publics en France de nos jours, on sait ce que c'est, quoi. C'est le bordel. Donc ça n'a pas été un truc, ça a été une somme de plein de petites trucs qui, voilà, mon dossier a été perdu. Entre-temps, comme j'ai divorcé, ben, j'ai changé d'adresse, ils ont bien reçu, moi j'ai bien reçu le papier de l'INSEE, comme quoi j'avais déménagé, mais l'URSSAF, je ne sais pas pourquoi, continue à m'envoyer des courriers à mon ancienne adresse où le suivi de courrier était terminé depuis 3 mois. Enfin, ça a été un millefeuille de merde sur merde qui nous ont amenés à ce truc-là. Autre loose, tu vois. Et du coup, ça nous amène à fin 2023. À peu près la période où ça s'est un peu résolu, tu vois.
Mais c'est bien, ça se fait en enchaînement comme ça, voilà. C'est une loose se termine, il y en a une autre qui commence. C'est ça, tu vois, j'ai envie de te dire, comme ça on s'ennuie pas au moins. Voilà, parce qu'il faudrait pas que tu perdes l'habitude, tu vois. Comme ça, t'es pas dépaysé, c'est super, on reste dans la dynamique. On adore. Mais maintenant, je le prends, enfin, j'essaye de le prendre avec philosophie. Même si maintenant, dès que je vais à ma boîte aux lettres et que j'ai un courrier, impôt, machin, je peux pas m'empêcher d'avoir un coup de stress en mode putain, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire cette fois-ci, quoi. Tu sais, moi, j'ai pas peur des PV, hein. J'ai peur des rattrapages URSSAF. Ouais, c'est pas le même tarif, quoi. Non, si ça peut te rassurer, moi, l'URSSAF, ils m'ont cassé les couilles pour 1 euro que je leur devais de 2022. Ouais. Et ils m'ont fait chier pendant 3 mois. T'as envoyé ta pièce, j'espère? Ah, mais attends, mais ça a été franchement un scandale parce que du coup, je leur ai envoyé des screens de tous les paiements que j'avais fait sur toute l'année, etc. parce que je voyais pas d'où venait l'écart. Et en fait, c'était eux qui avaient mal calculé mes cotisations. Et donc, du coup, moi, j'ai payé ce qui avait marqué sur le papier, tu vois. Bah, normal. T'es discipliné. Et il m'a dit, non, en fait, il manque 1 euro. Et en gros, pendant 3 mois, je pouvais plus faire mes déclats URSSAF, il m'avait bloqué tout mon compte tant que je payais pas mon 1 euro de 2022. Voilà. Mais voilà. Mais de toute façon, je pense que tu demandes à n'importe quel entrepreneur, que ce soit quelqu'un comme moi qui est à son compte depuis 15 ans ou même quelqu'un qui vient de s'immatriculer, tout le monde a une anecdote à raconter sur l'URSSAF. Tout le monde. Moi, j'ai vu, typiquement, quand j'ai parlé de ce truc-là, j'avais fait un réel où un jour, je me suis levé un matin, l'URSSAF me réclamait 6 ou 7 000 balles. Je crois que j'ai fait 500 000 vues. Ça arrive à tout le monde. Et je n'ai reçu je ne sais pas combien de messages en me disant comment t'as réussi à t'en sortir. Moi, ça m'est arrivé. Enfin, des dingueries. Des ouf. Bon, bah, espérons qu'il n'y ait pas trop d'anecdotes URSSAF non plus, parce qu'ils sont bien gentils, mais on est content quand on n'a pas de nouvelles. Donc, ok, super. Et donc, fin 2023, que se passe-t-il 2023, j'arrive enfin à me défaire de l'URSSAF. La boîte tourne bien, je fais la majorité de mon chiffre d'affaires avec Josiane Marketing, tout va bien, c'est super. Je pars en vacances pour mon anniversaire avec mon mec. Donc je vais sur la Costa Brava où une de mes meilleures amies vit, c'est mon petit truc, j'y vais plusieurs fois dans l'année. On est au restaurant, et là je sais pas ce qui me prend, parce qu'au bout de 15 ans, j'arrive à prendre des vacances et à couper quand même. J'ouvre ma boîte mail. Et là j'ai un mail qui dit « Je suis monsieur Bidule, de l'agence Josiane à Paris. J'ai découvert votre compte Instagram. » Spoiler alert, je pense juste qu'en fait, comme l'agence était suivie par quasiment personne, ils ont du mal le prendre, tu vois. On a découvert votre compte Instagram. On a déposé Josiane à l'IMPI en telle année, dans telle classe. Vous êtes prié de très très vite changer de nom, en fait, sous peine de poursuite pour parasitisme, ça s'appelle. Parce que quand en fait on peut confondre deux marques, ça s'appelle le parasitisme. Et moi là, je me dis, mais pourquoi t'as ouvert ce putain de mail en fait? Trop con. T'es en vacances, c'est ton anniversaire en plus, tu vois. Pourquoi tu fais ça, Popo, hein? Pourquoi tu as cette tendance à chercher la merde? Et donc là, de suite, j'appelle un de mes meilleurs amis qui bosse du coup beaucoup pour des startups dans la propriété intellectuelle, etc. Enfin, le branding de marque. Donc, il s'y connaît beaucoup plus que moi. Et il me dit, ouais, en effet, c'est un peu... Il me dit, mais t'avais pas fait tes vérifs, Popo? Je dis, bah, écoute, moi, j'ai tapé Josiane Marketing. Il y avait pas. Je me suis dit, vas-y, banco, en fait. Et il me dit, ouais, mais non, en effet, le problème avec les marques de prénoms, c'est que, à partir du moment où tu as un prénom, en fait, tu peux déposer un prénom, mais du coup, il faut pas qu'il y ait d'autres marques dans la classe avec le prénom, même si tu y mets un mot derrière, tu vois. Sauf qu'en plus, vous êtes dans potentiellement la même classe. Tu te seras appelé Josiane Boulangerie, ça posait pas de problème, tu vois. Donc, il me dit, il me conseille, il me dit, là, en fait, tu as 2 options, ou tu changes direct, et voilà, ou tu essayes de te battre, et là, c'est avocat, machin, etc., etc. Et je me dis, du coup, tu me conseilles quoi? Parce que moi, tu vois, là, je suis au bout de ma life, en fait. Ça marche trop bien. Tout le monde me dit, ah putain, je viens de découvrir ton compte, c'est génial. Josiane Marketing, ça change de ouf. C'est trop. En plus, il y a ce truc-là où le nom de la marque évoque grave des trucs aux gens. Et générateur d'émotions et générateur de je me sens à ma place. Je suis enfin tombée sur un truc où on me parle différemment, où je me sens à ma place, quoi. Donc, en fait, j'ai pas envie de lâcher. Et puis toujours pareil, moi, ma blessure d'injustice, je me dis, je suis dans mon bon droit, d'où tu peux déposer un prénom. Et là, je me dis, ouais, mais attends, il y a la boulangerie Paul, quoi. Putain.
Donc je me rends compte qu'il y a plein de marques qui s'appellent par des prénoms, tu vois. Et en fait, je me dis, putain, mais en fait... Jules, Non, mais c'est ça. c'est un enfer, en fait. Je me serais appelée Josiane, ils auraient rien pu dire. Il y a même un moment où je me dis, vas-y, je vais changer de prénom. Il y a une marque de bière qui a fait ça. Il y a une marque de bière qui avait repris un truc sur Elvis. Ils avaient mis Elvis Blood ou je sais pas quoi, Blood, etc. Ouais. Et du coup, comme ils se sont fait attaquer par la famille d'Elvis Presley, ils ont changé leurs 2 prénoms, les mecs qui faisaient la bière. Bah Ils se ouais. sont dit, My name is Elvis. Du coup, Mais c'est ça. mais c'est fou. Parce C'est qu'en fou. fait, j'ai appris du coup en faisant mes recherches que si tu t'appelles Julie, t'as le droit de poser Julie quelque chose parce que c'est ton prénom. Voilà. Donc il y a même ce moment où je me dis quand même, vas-y, c'est pas grave, je suis à la démarche, je vais m'appeler Josiane. Enfin, c'est lunaire. Avec le recul, maintenant j'en rigole, mais voilà, on en est là. Et donc du coup, je me dis, ok, bon, on va se relaxer 5 minutes. On va essayer de trouver, on va consulter un ou une avocate spécialisée là-dedans. Parce qu'à un moment donné, il y a ce truc aussi, quand tu es entrepreneur, bah, parfois, il faut être ok de mettre la main au porte-monnaie pour aller se faire aider par des gens plus compétents que soi. Et donc, voilà, donc je consulte une avocate qui m'explique en effet que on n'est pas du tout sur le même type d'activité. Moi, je suis toute seule, mais derrière, voilà, il y a quand même aussi, je pense, ce truc de comme j'ai une visibilité en ligne qui a l'air meilleure qu'eux à l'époque, en effet, il peut y avoir parasitisme, etc. Donc, elle me dit, le problème, c'est que là, on va s'embarquer dans un combat qui va être long, qui va être coûteux. T'es une nana solo, eux, c'est une agence parisienne, donc ils ont peut-être les reins un peu plus solides que toi financièrement. Et surtout, est-ce que tu as envie, en termes de charge mentale, de stress? Et là, en fait, je ressors dans ma tête le cas URSAF. Non, en fait, je veux pas. C'est bon, foutez-moi la paix, en fait. Laissez-moi tranquille. Donc je me dis, bon bah go, vas-y, je rebrande, c'est pas grave, on n'est plus à un recommencement près, tu vois. Je me dis, je vais appeler le SAF Phoenix, tu vois. Mais non, c'était pas moi. Et donc du coup, bah voilà, ce que je fais, c'est que l'avocate fait une lettre au bon monsieur en lui disant, ok, vous inquiétez pas, on va changer, laissez-nous juste quelques mois, parce que bah en fait, ça se fait pas en un claquement de doigts, quoi, un rebranding. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le monsieur n'a jamais répondu. Donc bon, bah j'ai fait mon truc, mais du coup, j'ai pris mon temps. Enfin, ça a pris, je crois, quasiment 4 mois, 4-5 mois. Et donc, il a fallu trouver un nouveau nom. Et là, c'était la merde. Parce que moi, j'adorais Josiane Marketing, c'était super. Mon audience me connaissait comme ça. Et j'ai aussi eu cette peur de me dire, mais putain, mais pour qui tu vas passer, quoi? T'es experte en marketing, t'es même pas foutu de bien protéger, enfin, de bien choisir ton... Et voilà, et après, en parlant avec ma psy, elle me dit, vous êtes experte en marketing? Oui. Est-ce que vous déposez des noms à l'INPI tous les jours? Ah non, c'est pas mon job, en fait. Et voilà, je suis pas brand stratégiste et compagnie, en fait. Donc, moi, mon boulot, c'est la com, le market, le positionnement, etc., quoi. Pas l'aspect juridique. Je me dis, ouais, donc en fait, à un moment donné, voilà. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que je prends, comme souvent, le contre-pied, je décide d'en parler, de partager, et être transparente, en fait, dessus. Et je poste tout ça en ayant la boule au ventre, et derrière, je me prends une vague d'amour en mode, non, mais t'inquiète, on te soutient, on reste là, ça arrive à tout le monde, machin, etc., quoi. Et du coup, j'ai l'intelligence stratégique aussi d'inclure aussi mon audience, l'existant, dans tout le parcours. J'explique chaque étape, je partage. Dès que j'ai des idées de noms rigolotes ou quoi, je leur balance. Je sais, putain, on est à 2 doigts de me rename Phoenix, du coup. Enfin voilà, je partage l'aventure, en fait. Et je pense que du coup, c'est ce qui m'a permis aussi de faire la bascule. J'ai pas perdu j'ai pas perdu aussi bien en chiffre d'affaires qu'en termes d'audience. Et en fait, ce truc de repositionner, ça m'a aussi forcé à remettre encore plus le nez dans mon propre marketing et de me rendre compte que, en fait, j'avais aussi passé un cap et que, voilà, j'avais envie d'assumer encore plus ce que je fais, ma personnalité, etc. Et c'est comme ça qu'est née Bête de Marketing, en fait. Et au final, ça a été un truc... la merde transformée en or un peu, tu vois. Et ça a été pareil avec le Covid, en fait. Enfin, c'est une expression que j'aime bien parce que le Covid m'a un peu obligée à arrêter une activité que j'avais depuis 10 ans, qui était marché, qui était très confortable, pour faire un truc qui me fait plus kiffer. Enfin, et là, ça a été pareil, en fait. On m'a forcé à rebrander. Et objectivement, ce rebranding, c'est, je pense, ce qui pouvait à l'époque m'arriver de mieux, en fait. Parce que ma boîte, elle a fait x2 depuis le rebranding. Parce que positionnement plus affirmé, message plus clair, voilà. Donc il n'y a pas de
La Ouais, merde, c'est un mal pour un bien quelque part, mais j'imagine que quand t'es dans la tête dans le guidon, dans le cœur du problème, tu t'as pas ce recul-là de te dire je sais que c'est pour mon bien, etc. Non, bah non, tu fais juste ce que tu peux, en fait. Et justement, parce que du coup, là, mine de rien, en l'espace de 3 ans, à peu près 3 ans et demi, il t'est arrivé des looses sur des looses Ouais. tout aussi importantes les unes que les autres, etc. Et à aucun moment, tu t'es dit un truc du style ça y est, l'univers est contre moi, il faut que enfin, il y a quelque chose qui déconne ou quoi que ce soit. Est-ce que je baisse les bras? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que ou t'as toujours eu cette volonté vraiment parce que c'est quand même fort d'encaisser autant de loose en si peu de temps, quoi. Enfin, En fait, je crois aussi, tu sais, il y a le pro et il y a le perso aussi. Et en fait, je pense qu'il y a ce truc après, enfin, putain, je vais pas faire ma vieille conne, mais bon, moi, je vais quand même sur mes 40 ans, hein, petit à petit, j'ai 37 ans. Même si je sais, je ne les fais pas. Merci. tout à fait. Non, voilà, je vais quand même tranquillement sur mes 40 ans. J'ai une enfant de 11 ans, j'ai vécu un divorce, j'ai vécu que quand ma fille est née, en fait, on a appris qu'elle avait une grave maladie cardiaque, elle a dû être opérée à 5 mois de vie. Donc j'ai vécu quand même pas mal de merde. Et je pense que c'est ce qu'on appelle un peu la résilience, tu vois. À un moment donné, ça fait chier, clairement, mais il y a plus grave, quoi. Tu vois, à un moment donné... Et il y a ce truc de... Il y a plus grave, et c'est pas du défaitisme, en fait. Je pense que c'est juste accepter que... je dis ça alors que je suis quelqu'un qui est accro au contrôle et j'ai besoin de tout contrôler pour me rassurer. Mais la vie me montre qu'en fait, tu peux tout contrôler. À un moment donné, faut lâcher. Enfin, il va t'arriver des trucs, quoi. On peut pas se mettre dans des bulles. Et quand t'entreprends, c'est encore pire. Parce que les règles du jeu, ce qu'on disait tout à l'heure. Et je pense qu'au fond, si j'ai pas lâché l'affaire, que j'ai pas repris de job, c'est parce que déjà ça marche. C'est que si tu veux, quand tu prends l'équation, enfin, faut jamais regarder, je pense, c'est ce que je dis à mes clientes, il y a un truc qui a pas marché, mais regarde pas juste ce truc-là, regarde tout ce qu'il y a autour, en fait. Dézoome, tu vois. Et ok, il y a des merdes administratives, légales, tout ce que tu veux, mais derrière, ta boîte, elle tourne, t'aimes ce que tu fais, tu te verses tes 3500, 4000 balles par mois. Donc, en fait, déjà, on va se relaxer. Si j'avais eu ces merdes-là en étant en galère financière, clairement, j'aurais lâché l'affaire. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est le fait que c'est une boîte qui est stable. Tu vois, enfin, je suis très pragmatique comme meuf. Enfin, tu vois, j'aurais pas persisté si c'était un truc où je gagnais 500 balles par mois, quoi. À un moment donné, stop, on va arrêter de se faire du mal pour rien, les gars. Mais oui, là, il faut choisir ses combats. C'est ça, ça valait le coup. Ça, je dis beaucoup en tant que maman de préado, tu vois. Mais à un moment donné, ça valait le coup. Ça valait le coup, et pour avoir aussi comme des amis entrepreneurs, pas juste mes clientes, hein, mais vraiment des amis avec qui je connais l'aspect perso, on a tous des merdes. Enfin, faut être très raccord avec. Tu parles à n'importe quel chef d'entreprise, c'est merde sur merde. Quand tu lances ta boîte, que ce soit pour rester solo ou pour ouvrir un truc où tu as 100 employés, t'es ok avec le fait que ton taf, la moitié de ton temps, ça va être de gérer des merdes. C'est pas fait pour tout le monde, faut être très raccord là-dessus. Mais ce qui est bien, c'est quand même que tu montres que pour quelqu'un qui justement a besoin du contrôle et qui est en mode hyper contrôle quand même en temps général, tu vois qu'il y a les moments où tu contrôles pas du tout, mais que tu arrives en fait à gérer quoi qu'il arrive, quoi, que tu arrives à gérer de l'incontrôlable techniquement, enfin tu arrives à rebondir quoi derrière. Ça me coûte très cher chez la psy. Hein. Ah mais je n'en doute pas, mais... Ma psy est une femme très riche. Non, mais voilà, ça me coûte comme tout le monde, tu vois, en doute, en remise en question, ce que je vous disais au début, là, est-ce que tu te remets en question? Oui, tous les matins. Mais comme je pense que nous, en tant qu'êtres humains, tous les matins, on se remet en question. On remet en question nos vies, nos choix de vie. C'est la vie, en fait. Enfin, putain, je vais vraiment passer pour une vieille conne, mais c'est la vie, en fait. Et je pense que, ouais, il n'y a pas... De toute façon, il n'y a pas de situation idéale, tu vois. Quand t'es employé, t'as jamais de situation idéale. T'es peut-être très content de ton salaire, mais ton boss te casse les couilles et tu peux pas piffrer tes collègues. Quand t'es entrepreneur, t'as peut-être la vie libre, mais derrière, t'as les emmerdes qui viennent avec. Je pense que les personnes les plus tranquilles, c'est les rentiers qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et encore, hein, ils doivent avoir leur lot de merde aussi, tu vois. Enfin, et je pense que d'avoir fait un peu ce truc-là, de me dire, bon, en fait, c'est comme ça. Même si ça te fait chier, même si ça te coûte en psy, en pleurs, machin... Si tu mets sur la balance cette vie-là aujourd'hui et partir, c'est même pas repartir, dans mon cas, ce serait partir dans le salariat, le choix, il est vite vu, quoi.
C'est pas l'entrepreneuriat par défaut, mais presque. Je peux pas faire autre chose. Je sais pas faire autrement. Oui, donc dans tous les cas, tu auras toujours une solution pour rester dans l'entrepreneuriat d'une manière ou d'une autre. Tu sauras comment rebondir. Ouais, et puis je pense que je suis aussi très... comment dire, enfin, c'est peut-être un peu contradictoire, mais raccord sur mes capacités. Déjà, je sais que je suis pas mauvaise dans mon job, et puis je sais aussi que j'ai pas d'ego. C'est-à-dire que moi, pour payer mes études, j'ai fait des ménages, j'ai bossé chez McDo, j'ai fait babysitter / nettoyeuse de chiottes / promeneuse de chiens. Enfin, j'ai fait tous les jobs étudiants les plus merdiques de la Terre. Et je sais très bien que si demain j'étais en grosse galère financière, je chercherais même pas forcément à retrouver un taf dans la com. Je retournerais bosser chez McDo. Je m'en fous, en fait. Il n'y a pas d'ego là-dedans. Comme quand tu me disais tout à l'heure, le fait d'être passé de société, non, pas d'ego. J'ai plein d'ego à titre perso, tu vois. Mais dans le pro, pas d'ego. Tant mieux. Comme ça t'évite de le prendre justement tout personnellement, de façon très violente et de te remettre encore plus en question. Comme tu disais, on est humain, on fait que ça. Donc si en plus, on devait passer notre temps à le faire aussi dans le business, à chaque rétrogradation ou à chaque obstacle, à chaque machin, ça serait compliqué, quoi. Et puis c'est que ça, c'est Et t'avances. puis même, ça évince aussi tout ce qui est peur du jugement, peur du regard des autres, ce genre de truc, vu que t'as pas forcément d'ego sur ce point de vue-là, tu t'en fous de ce que les gens vont dire, penser, croire. Les seules personnes pour lesquelles j'ai ce truc de qu'est-ce qu'elles vont penser, croire, c'est les nanas qui payent et qui sont clientes. Elles, je leur dois quelque chose. Elles, leur opinion, leur regard, ça compte. Mais c'est les seuls. Les autres, j'en ai rien à foutre. En fait. Parce que sinon, tu fais rien, de toute façon. Donc, voilà, les seules personnes qui ont de la prise sur mon ego, c'est mes clientes. Mais comme je fais bien mon job, normalement, ça se passe bien. Donc, je suis très rarement confrontée à des situations où mon ego est remis en question. C'est ce que j'allais te demander, justement, si pendant une de ces galères, une de ces looses, il y a justement eu quelque chose avec des clientes qui t'ont fait une remarque, ou est-ce qu'elles t'ont soutenue, enfin, comment elles ont vécu à ce moment-là? Pareil, comme je suis très transparente, je dis les choses. Donc, quand j'ai eu des périodes dans ma vie où je savais que j'allais être moins dispo, moins réactive, ou juste même parfois moins de bonne humeur, je dis, là en ce moment ça va pas, il m'arrive telle couille, donc je préfère te prévenir, je vais être moins réactive sur mes réponses, il se peut que je sois encore moins contenante que d'habitude, parce que moi faut savoir, quand on bosse avec moi, elles le disent toutes, je venais pas chercher quelqu'un qui me caresse dans le sens du poil et qui se prend pour ma psy, quoi. C'est pas le genre de la maison. Donc voilà. Mais je pars du principe qu'à partir du moment où tu dis les choses de manière honnête, de manière telle qu'elles sont, en fait, sans tenter d'enrober, sans tenter de mentir ou de cacher, pas oublier qu'on a des humains en face. Et là, je me dis, si la personne n'est pas capable, par contre, de piger ça, j'ai rien à faire avec elle, en fait. Tu vois ? De la même manière que quand tu demandes un coup de main, quand tu te lances à un pote qui peut avoir un réseau, qui peut avoir machin, et qui te dit non, t'as pas rien à faire en étant pote avec cette personne-là. C'est juste, tu vois. Je pense. Trop bien. J'allais dire, est-ce que tu as un conseil du coup à nous donner, même si techniquement c'est un peu déjà... 12 000, non, je sais pas. Un truc que je dis souvent, ouais, c'est... En fait, moi, l'entrepreneuriat m'a appris plein de choses. Sur moi, sur le boulot, la vie perso, la vie pro. Mais ouais, je pense que le truc qui revient le plus souvent, c'est que... ouais, tu peux faire de ton... En fait, fais de ton mieux. Parce que de toute façon, il faut faire de son mieux. Mais accepte, en fait, que les choses... que la vie, que machin... que ça évolue. Et qu'en fait, si tu te mets à te lancer dans un business, faut être très très raccord avec le fait que tu vas te prendre des vagasses dans la tronche que tu n'auras pas prévu et que tu seras obligé de surfer dessus, en fait. Voilà, vraiment, c'est vraiment ce truc qui ressort, je pense, un peu de toutes mes looses, c'est en fait, à un moment donné, où tu acceptes de surfer sur les vagues et puis de pas y mettre trop d'ego, justement, parce que je pense vraiment que l'ego, ça peut te foutre en l'air, en fait. Ou alors, c'est pas grave. Et c'est aussi pas grave d'arrêter.
Moi, ça, je l'ai eu dit à beaucoup de nanas qui venaient alors je fais plus de call découverte à proprement parler parce que ça me pète les couilles, mais du coup, on échange et on finit par s'appeler. Et c'était une nana qui me disait, oui, mais là, je sais pas, est-ce que je continue, machin. Et j'ai dit très longtemps, enfin plusieurs fois, non, mais en fait, moi, je veux pas qu'on bosse ensemble parce que là, t'es en insécurité financière. Là, le besoin, c'est pas une stratégie marketing, c'est pas qu'on revoie ta com, c'est que tu bouffes le mois prochain. Donc, en fait, si t'es en situation vraiment d'échec, c'est pas... Sois fier, en fait, de te dire, je coupe le truc avant que ce soit trop le bordel et je reprends un taf salarié à côté. En fait. Vraiment, il y a ce truc de... Voilà. Déculpabilisons aussi sur les échecs. Parce que, en fait, tout le monde en vit. Alors, même si c'est pas sexy, même si c'est pas instagrammable, les couilles en arrivent tout le temps. Ça vous va ? J'aime bien l'analogie de apprendre à surfer sur la vague plutôt que de boire à la tasse, quoi. Ça sera, je pense, le titre de l'épisode. Voilà. Ou alors, si t'as pas envie de surfer, tu retournes sur la plage, quoi. Mais il y a personne qui t'oblige à rester là. Très bien, très très bien. Très, très beau mot de la fin. Je pense qu'on peut pas dire mieux. Du coup, où est-ce qu'on te retrouve vu que tu as rebrandé dans tous les sens? C'est Bête de Marketing, c'est facile. bettedemarketing.com, je crois. Normalement, c'est bien référencé, donc vous trouverez. Voilà, et sur Insta, Bête de Marketing. Et sinon, pour m'entendre, ma douce voix, très calme, très posée, mon podcast, Cash Marketing, sur Apple, Spotify et compagnie, quoi. Voilà. Parfait. Trop bien. Merci beaucoup, Pauline, pour toutes ces looses que tu nous as partagées. Et quand même ce message d'espoir qu'on peut apprendre à surfer sur la vague ou juste ne pas prendre la planche et revenir plus tard. Je pense que ça fera du bien à nos auditeurs, auditrices et que ils se foutront un petit peu la paix du coup. J'espère pour eux. Merci à vous pour l'invitation en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous ? T'es encore là ?